Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le 10 septembre de cette année, le Liban a eu enfin un gouvernement formé par le multimilliardaire Najib Mikati. Retenez bien ce nom. Du coup, à Bruxelles, comme à Paris, l'urgence de punir les responsables de l'écroulement économique du Liban s'est estompée. Pourtant, le 16 septembre, dans une résolution adoptée à une écrasante majorité, les parlementaires européens avaient urgé les États membres de passer rapidement à l'action dans le dossier des sanctions contre des dirigeants libanais corrompus. Même l'Europe n'ose pas s'en prendre à eux, s'est empressé à m'indiquer un confrère du quotidien francophone libanais, L'Orient le Jour. Entre-temps, les Libanais vivent un drame au quotidien. La crise économique que traverse le Liban depuis l'été 2019 n'a eu de cesse de s'aggraver. La Banque mondiale l'a qualifiée d'une des pires au monde depuis 1850. Et selon l'ONU, 78% de la population libanaise vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Mais il y a du nouveau dans ce sombre tableau. Le nom de Najib Mikati, le nouveau Premier ministre, qui en vérité n'est pas aussi nouveau que cela. Il a déjà occupé ce poste à 2 reprises par le passé. Son nom apparaît dans les Pandora Papers, où il est stipulé qu'il a eu recours aux paradis fiscaux. Le Liban est-il au fond du gouffre? C'est le titre de cette émission. Et pour en parler, j'ai invité Madame Salima Yenbou, eurodéputée française, et Monsieur Fadi Ajali, ambassadeur du Liban auprès de l'Union européenne. Monsieur Ajali, bonjour et merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Madame Yenbou, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Monsieur Ajali, où va le Liban? Aujourd'hui, la situation est assez critique. Cependant, on a une sorte d'espoir avec le nouveau gouvernement qui s'est formé et donc un cabinet ministériel, une nouvelle vision pour le Liban pour pouvoir passer aux réformes, pour pouvoir remplir les conditions que les Libanais veulent, que la communauté internationale l'exige. Arriver à ce Liban qui représente toutes les communautés, arriver à un pays qui était dans le temps un pays exemplaire en Orient. Le Liban, c'est la première démocratie au Moyen-Orient. Et donc, on espère pouvoir avancer avec notre projet et ne pas être un pays de plus qui est un trouble fait dans cette région assez tumultueuse. Madame Yenbou, Monsieur l'ambassadeur dit que le Liban est la première démocratie dans le monde arabe. Les Libanais pensent que rien ne changera aussi longtemps que la corruption règne en maître dans ce pays. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis plutôt d'accord avec les Libanaises et les Libanais. Effectivement, j'aimerais être optimiste, j'aimerais croire, et j'essaie d'y croire. C'est pour ça que je me bats pour ce pays, au quotidien au Parlement. Mais effectivement, moi, j'ai un peu de mal à croire que la corruption puisse être combattue par des personnes qui sont aujourd'hui à la tête des institutions et qui sont notamment sur des listes de Pandora Papers, par exemple. Donc, il y a d'un côté, il y a ce côté-ci et qui crée encore plus de défiance de la part du peuple libanais. Donc j'ai un petit peu moins d'optimisme et j'en suis navrée. Mais Monsieur l'ambassadeur, le nouveau Premier ministre, Monsieur Mikati, vous pensez qu'il est sincère quand il dit qu'il va s'attaquer à cette crise multidimensionnelle que vit le Liban? Le Premier ministre, ce n'est pas la première fois qu'il occupe ce poste de Premier ministre. Donc, il est venu à 2 reprises auparavant. Et il a occupé ce poste pour quelques mois quand nous avions eu l'assassinat du feu Premier ministre Rafik Hariri
en 2005, et donc un événement qui a aussi bouleversé notre pays. Et à mon avis, à l'avis de beaucoup d'observateurs, il s'était en sorti bien. D'ailleurs, il a tenu ses promesses, il a tenu des élections parlementaires. Et donc maintenant, on pense, il y a un programme du gouvernement, et dans ce programme, il y a plusieurs points où il veut arriver à produire des résultats qui vont à l'aspiration du peuple libanais, et bien sûr à aussi avoir le parrainage et l'acceptation de la communauté internationale, parce que c'est très, très important pour nous, comme nous sommes un petit pays, mais qui a une ouverture vers l'extérieur. Donc cette acceptation pour nous internationale est primordiale afin que le pays puisse poursuivre sa reconstruction, puisse se dépoussiérer et aller vers l'avant. Et sur quels critères on choisit le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur? D'abord, il y a un critère de coutume que le Premier ministre doit être d'une certaine confession. Puis après, il y a eu des ententes entre les ex-premiers ministres, et il y a une entente avec le président de la République. Par la suite, quand il y a eu cette entente avec le président de la République, le gouvernement a été élaboré et a été accepté au Parlement libanais. Quand vous avez dit une certaine confession, le Premier ministre au Liban doit être musulman sunnite, le président de la République doit être chrétien, et le président du Parlement doit être musulman chiite. Vous avez appris, comme moi, j'espère, Monsieur l'ambassadeur, que le nom de ce nouveau ancien ministre, Monsieur Mikati, a été cité dans ce qu'on appelle désormais le Pandora Papers. Oui, son nom a été cité, et le bureau du Premier ministre aussi a répondu aux Panama Papers. Il a donné sa version, sa vision de choses. Et le Premier ministre appartient à un groupe complexe financier, économique financier. Et donc il a élaboré ses réponses en fonction de ce que les Panama Papers, le Pandora Papers ont évoqué. Et aussi, pas tout ce qui se dit dans le Pandora Papers, je n'ai pas à défendre, ce n'est pas ma fonction. Mais aussi, j'ai compris que pas tout ce qui se dit dans le Pandora Papers doit être négatif aussi, par rapport à une personne en général. Madame Yenbou, vous le savez, M. Mikati est multimilliardaire dans son pays. Il a un frère aussi dans les affaires. Il a été cité par les Pandora Papers. Donc son nom a été cité comme étant donc quelqu'un dont les affaires d'évasion fiscale. Est-ce que le Parlement européen a réagi? Est-ce que l'Union européenne en général a réagi par rapport à ça? Alors, de manière générale, il y a eu des réactions la semaine dernière sur le Pandora Papers, mais plus particulièrement par rapport au Liban. Lorsque nous avons justement travaillé sur la résolution du Liban, il a été beaucoup question de sanctions individuelles. Et ça a été très compliqué à faire passer. La lutte, c'est quand même on a eu une négociation de 6 heures, ce qui est très très long. Et la lutte pour faire figurer justement ces sanctions a été vraiment très dure. Et notamment, même après que le texte ait été accepté par tous les partis politiques présents, il y a eu des amendements justement pour amoindrir l'amendement qui concerne les sanctions. Et moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment très en colère. Parce que finalement, on s'est battu pendant des années pour avoir ce cadre de sanctions. Aujourd'hui, on l'a, mais on ne l'applique pas. La liste est vide. Ça fait 3 fois en 15 jours que je pose la question à la Commission, au SEAE, pour demander pourquoi est-ce que cette liste est vide. Et à chaque fois, chacun se renvoie un peu la patate chaude. Les uns en disant que ce sont les États membres qui ne remplissent pas cette liste, les autres qui nous disent que le haut représentant peut le faire. Et hier, on nous a dit, oui, c'est le haut représentant, mais dans sa partie conseil et pas dans sa partie commission. Donc finalement, on a un outil
qu'on n'utilise pas, qu'on agite comme un chiffon. Et aujourd'hui, l'Europe croit que parce qu'elle a agité ce chiffon des sanctions, il y a eu la constitution d'un gouvernement. Peut-être que ça a une petite influence, mais je pense que l'influence, elle est plutôt venue du FMI et de la pression qui a été mise justement pour des aides en contrepartie de la constitution d'un gouvernement. Donc moi, un système de sanctions qu'on n'utilise pas, pour moi, ça ne sert à rien. Donc je suis vraiment, vraiment en colère contre l'institution que je représente. Pour dire encore un mot sur l'évasion fiscale, un autre grand nom au Liban a été cité, le gouverneur de la Banque centrale, Riyad Salamé en l'occurrence. Il a été inquiété ou pas? Je ne sais pas, sincèrement. Je n'arrive pas à vous dire. Je n'ai pas de contact personnel avec monsieur le gouverneur. Et donc, vraiment, je ne peux pas vous répondre. Il est toujours en poste? Il est toujours en poste, absolument. Une réaction? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors, effectivement, on peut prendre avec des pincettes cette liste de Pandora Papers. Je suis d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur. Il ne faut pas prendre tout à la lettre, puisqu'il y a des enquêtes qui vont être approfondies. Cela dit, quand on regarde les chiffres, les élites libanaises sont parmi, en nombre, sont les élites les plus nombreuses citées dans les Pandora Papers. C'est plus de 400, je crois, numéros de téléphone avec l'indicatif libanais qui ont été repérés. Donc, effectivement, ça fait un certain grand nombre important. Donc, on peut se questionner. Il y a sans doute un réel problème. Si vous me permettez, je vais revenir à la question des sanctions. Bon, il y a deux visions par rapport aux sanctions, même ici, au sein de l'Union européenne. Donc, ou bien on utilise ces sanctions comme une menace, et ça produit des résultats, comme Madame la députée l'a dit, ou bien on l'utilise. Donc, une fois qu'on l'utilise, on ne peut plus faire autre chose. Moi, j'ai vécu personnellement, j'ai travaillé et j'étais posté dans 2 pays qui ont été sanctionnés. Et le 3e pays qui est à côté de nous, qui est la Syrie, aussi, sanctions. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit dans ces 3 pays, Syrie, Russie, Iran, les sanctions, c'est la population qui a souffert. Regardez les records de Covid aujourd'hui. Regardez les chiffres des gens qui meurent du Covid en Russie. Regardez les chiffres de gens qui meurent en Iran du Covid. Bien sûr, à part la situation économique calamiteuse et désastreuse, aussi en Syrie. Donc ça, c'est un autre effet de sanctions auquel il faut vraiment penser. Le Liban a été assujetti indirectement à 2 sortes de sanctions. Et regardez où est-ce qu'il est, le peuple libanais aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des effets de corruption, des méfaits d'une partie de la classe politique. Cependant, il faut très bien savoir où nous mènent les sanctions. Vous voulez réagir, oui, Madame je voulais Elbou? réagir parce que, en fait, j'ai peut-être pas été claire. Moi, je parlais des sanctions individuelles, pas des sanctions contre le peuple libanais. Au contraire, on est en train de se battre pour qu'il y ait des aides qui soient acheminées jusqu'au Liban et qui ne passent pas par les institutions, qui passent par les ONG, etc. Donc, non, pas du tout. Moi, je parle de sanctions individuelles, le gel des avoirs des personnes impliquées, notamment en Europe, puisque c'est là-dessus que l'on peut agir. Et puis la restitution de cet argent qui a été détourné, volé, on y met le terme qu'on l'on veut, est rendu au peuple libanais. Moi, j'aimerais d'abord qu'on dise un mot sur la plateforme Impact, monsieur l'ambassadeur. Et puis, je vous promets, on va vraiment s'attarder sur les sanctions du Parlement européen à l'encontre du Liban. Comment ça se passe avec cette plateforme qui a été formée par une 50aine d'intellectuels, d'experts libanais issus de plusieurs disciplines et c'est une plateforme interministérielle qui travaille justement dans le sens d'enquête, d'investigation au sujet notamment de la corruption. Si vous me permettez, je vais d'abord revenir à la genèse de cette plateforme. En fait, plateforme Impact est une plateforme qui visait à rendre une certaine sorte de gouvernance électronique. Et donc, elle a été créée par l'inspection centrale au Liban.
Et plusieurs ministères, comme vous avez dit, ont participé, administratifs, financières, ingénierie, éducation, etc. Et même le président de cette plateforme nous a communiqué qu'il serait très content d'être invité ici à Bruxelles pour expliquer un petit peu cette plateforme. Bien sûr, cette plateforme, par la suite, avec la maladie de Covid, ou bien la crise de Covid, et s'était transformée. Donc, elle s'était occupée pour répondre aux besoins de la population, les vaccins, bientôt la carte familiale, sociale, etc. Donc, et ce projet, lorsqu'il a démarré, il était en cours de rénovation et un serveur a été placé au sein d'un fournisseur allemand. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc maintenant, je pense que ça peut prendre des directions variables, mais ça, je ne suis pas vraiment très habilité à vous répondre plus dans le champ pratique d'aujourd'hui, où est-ce qu'il va. Monsieur l'ambassadeur, si j'évoque aujourd'hui ici la plateforme Impact, c'est qu'en préparant cette émission, j'ai appris par mes confrères de L'Orient le Jour qu'une lettre ouverte a été adressée au Premier ministre, M. Mikati, parce que le Premier ministre a demandé à cette plateforme de renoncer à leur indépendance et d'être liée directement à ses services. Comme je vous ai expliqué, la genèse de cette plateforme est que ça provient de l'administration centrale. Le bureau de l'inspection centrale fait partie du bureau du Premier ministre. Donc je pense que c'est une résolution plutôt administrative de sa part. Et à mon avis personnel, n'est pas à connotation politique. Je n'ai pas lu cette lettre ouverte, je vous avoue, mais si je vais analyser cela comme un administrateur, c'est ça son cadre administratif juridique, si je me permets. Madame Yenbo, vous comprenez, vous, que les membres de cette plateforme s'indignent et envoient une lettre ouverte au Premier ministre pour pour travailler en totale indépendance? Bien sûr, je le comprends. Venant d'un pays comme la France, effectivement, alors moi j'ai découvert en préparant cette plateforme et je trouve le concept extraordinaire de transparence déjà. Et puis, et je crois qu'il a été d'un secours, et vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, par rapport au Covid, parce qu'il a permis d'identifier les besoins au plus près de la population et d'y répondre le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment un extraordinaire outil. Et effectivement, quand on regarde la genèse, ça a été créé, je crois, en 1959, donc ça ne date pas d'hier. Et pendant tout ce temps, il y a eu une certaine liberté. On a augmenté les perspectives de cette plateforme. Et pourquoi aujourd'hui est-ce que d'un seul coup, toute demande devrait passer par je crois, le bureau des ministres, le Conseil des ministres, je crois. Toute demande devrait passer par là, alors que ça a fonctionné très bien, que c'était fluide et que ça a prouvé dans un état de crise comme le Covid, un état mondial, que ça fonctionnait bien. Donc encore une fois, le gouvernement libanais veut tout contrôler. Voilà, mettre la mainmise sur cet outil. Et je crois que c'est contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire d'un côté on veut combattre la corruption et de l'autre côté mettre la mainmise sur ce type d'outil qui justement permet de combattre en toute transparence la corruption. Donc je pense que c'est vraiment contradictoire. Il y a là certainement un paradoxe. Vous le disiez tout à l'heure, Madame Yenbo, vous êtes vraiment battue, notamment pour donc faire passer le Liban à l'ordre du jour de la dernière session plénière ici au Parlement européen. Monsieur l'ambassadeur, Madame la députée, je vous invite à regarder votre propre intervention à la dernière session plénière. Le Liban, que l'on nommait hier la Suisse du Moyen-Orient, poursuit sa descente aux enfers. Cet été, un régime de sanctions a été mis en place par le Conseil pour viser de manière ciblée les responsables libanais qui ont pillé le pays. C'est une première étape, mais ce n'est pas encore suffisant.
Mettre en place un cadre de sanctions, c'est bien. Le mettre en application, c'est bien mieux. Il y a 2 semaines, un représentant du SEAE nous avouait en commission parlementaire AFET que la discussion sur les noms des personnes à sanctionner n'avait même pas encore eu lieu. Mais quand est-ce qu'une décision sur cette liste de noms va être prise? Quand va-t-on sanctionner les responsables de l'explosion à Beyrouth en août 2020 et ces dirigeants qui ont perdu le sens du peuple, ces élites qui se sont enrichies sur le dos du pays et les détenteurs des biens mal acquis? Ces fortunes dues à la corruption, aux magouilles et aux enrichissements personnels, tout cet argent volé qui dort en grande partie en Europe, quand va-t-il être gelé et rendu au peuple libanais? Monsieur Borrell, les Libanaises et les Libanais nous le demandent régulièrement avec insistance. Quand est-ce que l'Union européenne va enfin utiliser ce régime de sanctions? J'en ai assez de devoir leur répondre que nous ne savons pas, qu'il faut encore attendre. J'ai honte de notre lenteur à réagir, à nous coordonner. Je pense surtout aux 80% de Libanaises et Libanais qui n'ont rien à manger, pas d'électricité ni d'eau potable et qui réclament seulement la justice et la reconstruction de leur pays. L'Union européenne doit accélérer le rythme de ses actions. Merci. Monsieur l'ambassadeur, une réaction? Je pense que c'est très important. Notre président de la République l'a évoqué qu'on recherche à restituer nos capitaux qui ont été de façon illégale transférés aux pays, entre autres, de l'Union européenne. Et donc là, je ne peux que m'associer à la plaidoirie de Madame le député Yambour de vouloir récupérer nos fonds et puis de vouloir, en fin de compte, reconstruire ce Liban manqué, ce Liban nouveau, si vous voulez, renouveler un petit peu avec ces forces vives de la société et ces jeunes filles et garçons qui, comme Madame Yenbo a dit, sont des gens prospères, très bien éduqués, qui veulent vraiment rebâtir un pays avec des bases saines, donc dissociées de la corruption, des nouveaux leaders peut-être, une vision vers l'avenir qui soit une vision optimiste. Madame Yenbo, Monsieur l'ambassadeur a très bien pris votre intervention. Vous avez parlé de problèmes de coordination au sein des pays membres de l'Union européenne. De quoi il s'agit exactement? Bien, parce qu'il faut que la décision soit prise au Conseil. Et du coup, il y a un travail avec les États membres qui échappe au Parlement pour pouvoir remplir cette liste par des noms, après des enquêtes évidemment, de personnes dont on va geler les biens, récupérer ces biens pour les rendre au peuple libanais. Et je crois que c'est important que justice soit faite, c'est-à-dire que effectivement, le régime de sanctions qui a l'effet de la création d'un gouvernement, c'est une bonne chose, mais il y a tout le pendant de la justice. Il faut que la justice soit rendue. Et la justice sera rendue quand l'argent volé sera rendu au peuple libanais, quand l'enquête sur le port sera faite de manière indépendante, soit par un comité international, soit par un comité national, mais en tout cas de manière indépendante. On ne peut rien créer de positif sur des injustices. Ça, c'est vraiment un créneau que je pense qu'il faut prendre en compte. Monsieur l'ambassadeur, le 10 septembre dernier, le gouvernement libanais a été formé. Le 16 septembre, la résolution du Parlement européen est tombée. Et comment a réagi le nouveau gouvernement à cette résolution? Il devait discuter, débattre de sa déclaration, du projet de déclaration ministérielle. Tombée la résolution, on l'a transmis bien sûr à Beyrouth, on a transmis les discussions, etc. Donc voilà, pour nous, il faut faire avec. Nous, on aurait souhaité que cette résolution prenne un petit peu, surtout qu'elle est sortie le 16 septembre, que dans son esprit, qu'elle prenne un petit peu la formation de ce nouveau gouvernement, parce qu'il y a eu quand même un effort collectif dans ce sens. Sincèrement, personnellement, et mon gouvernement aussi n'a pas trouvé cela. Donc, on nous a expliqué après, oui, parce que c'était une résolution qui s'était fait travailler il y a 3 mois
Cependant, on espérait, si vous voulez bien, de ne pas avoir cette résolution sur la table le moment où elle était, parce que on voulait un petit peu que notre gouvernement ait un petit peu d'oxygène, de possibilités d'action, et puis sur la base de ces actions, qu'il puisse être jugé par une résolution ou une autre situation de sanctions. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de sanctions encore, bien sûr. C'est une résolution qui n'édicte pas, très bien faite d'ailleurs. Au côté positif, je dois avouer que c'est une résolution qui est très exhaustive, qui met un cadre général, global de tout ce qui se passe au Liban. L'ambassadeur est très positif. Il a très bien pris cette résolution. Il disait tout à l'heure aussi, à juste titre, que sanctionner les États n'était pas la bonne solution, parce qu'au fond, c'est les peuples qui vont être sanctionnés. Et justement, le Parlement, l'Union européenne a trouvé la parade. Un projet de loi a été voté par le Parlement européen en décembre dernier, adopté par le Conseil européen, et qui consiste justement à pouvoir, à s'autoriser de sanctionner non plus les États ou les pays ou les peuples, mais des personnes physiques et des entités. Alors, Madame Mienbo, si on part du principe que l'Union européenne est de bonne foi, pourquoi lors de cette résolution, vous n'avez même pas listé les noms des gens remis en cause au Liban ? Alors, ça a été un choix, parce que finalement, il aurait fallu qu'on ait des enquêtes très poussées. On ne peut pas dénoncer des personnes sans être sûr de ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'était très compliqué. Et puis, on a pris le parti pris, et je crois que monsieur l'ambassadeur l'a souligné, parce que c'était un moment, c'était une semaine après la création une dizaine de jours après la création du gouvernement. Cette résolution, normalement, nous la souhaitions en juillet. Elle n'a pas pu avoir lieu. Donc on l'a reportée en disant, bon, en septembre, par contre, on fait tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse passer. Et c'est le travail de tous les groupes politiques qui étaient d'accord avec ça. Donc je trouve qu'elle est assez équilibrée, parce qu'effectivement, elle dénonce ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire à l'instant où on écrit cette résolution. Et puis, elle donne, et c'est ça l'exhaustivité, elle donne des pistes de travail pour ce nouveau gouvernement. Voilà. Donc, je pense que j'aimerais parce qu'on n'a plus le temps, j'aimerais qu'on finisse avec une note positive. Monsieur l'ambassadeur, je vous poserai la question de savoir comment se porte la francophonie dans le pays des cèdres. Le Liban est très, très attaché à la francophonie. Nous sommes membres de part entière dans cette organisation. Nous avons tenu le sommet de la francophonie il y a une vingtaine d'années. Nous participons toujours. Nous sommes fiers de ce qui nous rassemble avec la francophonie, non pas seulement, mais aussi avec ce qui nous rassemble avec l'Union européenne et les États membres. Le visage du Liban est tourné vers l'Occident, et donc vers l'Union européenne, vers l'Europe. Et donc la genèse du mot Europe, quelque part, se trouve chez les Phéniciens, au Liban. Et donc c'est pour cela, quand il y a des résolutions, quand il y a des actions par rapport au Liban, on espère les débattre et les voir de façon constructive, positive pour le pays, pour le peuple du Liban. Et voilà, c'est ça le cadre de notre action ici. En tout cas, Fadi Ajali, merci vraiment d'avoir été avec nous. Merci. Salima Yanbou, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Au revoir.